Chers spectateurs, bonjour et bienvenue au JT du Coin. Au cours de la semaine passée, le Bitcoin est retombé sous les 40 000 $, l'Ethereum s'est rapproché des 2500 et globalement, le marché a une sale tête. Mais rien de très surprenant, étant donné la situation en Ukraine qui est un problème venu s'ajouter à celui de la spéculation sur la décision que la Réserve fédérale américaine prendra en mars. Cela dit, il y a quand même eu quelques bonnes nouvelles. D'abord, mercredi 16 février, Twitter a annoncé que les pourboires faisables avec du Bitcoin depuis quelques temps le seraient désormais également avec de l'Ether. Les gens disent souvent qu'un listing Coinbase fait monter le prix des cryptos, mais dans les mois à venir, s'il continue comme ça, j'ai l'impression que ce sont plutôt les listings Twitter qui vont faire bouger les marchés. Parmi les grandes sociétés qui sont lancées récemment dans la crypto, il y a aussi PayPal bien sûr, et chez eux ce ne sont pas de nouvelles fonctionnalités mais de nouvelles restrictions qui sont apparues. La société a annoncé qu'à partir du 21 mars 2022, le programme de protection des vendeurs ne bénéficiera plus aux vendeurs de NFT pour toutes les transactions de plus de 10 000 $. En d'autres mots, ils demandent poliment aux gens de ne pas utiliser PayPal pour vendre leurs NFT. Outre les grandes sociétés, il y a aussi des gouvernements qui évoluent dans l'univers crypto, en commençant cette semaine par les îles Marshall, un petit groupe de lopins de terre à peine émergé situé au nord de l'Australie, qui est peuplé de 75 000 habitants qui sont à peine indépendants des États-Unis puisqu'ils utilisent le dollar américain comme monnaie. En 2018, cet État avait fait parler de lui en lançant sa propre crypto-monnaie nationale ayant cours légal, et aujourd'hui ils innovent encore avec le passage tout récemment d'une loi permettant aux DAO, les fameuses organisations autonomes décentralisées, d'avoir un statut légal sur l'archipel. Autrefois, pour bénéficier de la personnalité morale, la loi locale exigeait des DAO qu'ils créent une société de type LLC, c'est-à-dire plus ou moins une SARL française, une société à responsabilité limitée. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, il n'y a plus besoin de passer par cette étape. Comme dans le cas du Salvador, il s'agit d'un tout petit pays, mais on peut espérer que leur audacité donnera matière à réfléchir aux plus gros pays. En attendant, je suis sûr que les îles Marshall ne voient aucun problème à être les premiers puisque la présence de nombreux DAO chez eux pourrait certainement augmenter directement ou indirectement les recettes perçues par l'État, qui sont aujourd'hui plutôt faibles puisqu'en 2016 le PIB local était de 180 millions de $ seulement. Bien sûr, ce ne sont pas que les petits États pauvres comme les îles Marshall qui s'intéressent à la crypto, il y a aussi des grands, mais pas pour les mêmes raisons. La semaine dernière, à la conférence de Munich sur la cybersécurité du 17 février, la procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, a annoncé la création par le FBI d'une équipe spécialisée dans les crypto-monnaies, juste après l'arrestation des pirates présumés de Bitfinex la semaine dernière. En outre, elle a également annoncé le lancement prochainement d'une initiative internationale visant à coopérer avec d'autres pays sur ce genre de problématiques. En Chine, tout roule plutôt bien pour le yuan numérique, avec un volume total de transactions journaliers d'un peu plus de 300 000 $ selon le directeur général de l'Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine. Bien sûr, les États-Unis ne voient pas ça d'un très bon œil non plus, et d'après un rapport publié par Yahoo Finance, le président Joseph Robinette Biden va bientôt annoncer la contre-attaque des États-Unis. Et si vous vous demandez si vous avez bien entendu, oui, son deuxième prénom c'est Robinette. C'est pas spécialement utile de le mentionner, mais maintenant, à chaque fois que vous verrez Joe Biden, vous penserez à un tube chromé et de l'eau qui coule. Et ça n'a pas de prix. Bref, le président Biden semble avoir décidé d'ouvrir les vannes et il devrait annoncer prochainement la publication d'un décret ordonnant aux agences gouvernementales américaines de mettre en place une monnaie numérique de banque centrale. L'objectif est plutôt évident, les États-Unis espèrent inonder le marché et noyer le yuan électronique pour préserver la position centrale du dollar en matière de commerce international. Mais ce n'est pas que le yuan numérique qui a été désigné comme ennemi, puisqu'il serait apparemment aussi prévu de réguler encore et toujours plus les actifs numériques tels que le Bitcoin, et ce, à l'échelle internationale. Certains États américains ne semblent pas tout à fait d'accord avec leur président, puisque l'État de Géorgie a décidé d'annuler les impôts locaux sur l'électricité consommée par les mineurs de crypto-monnaies. Cette offre ne s'applique qu'à des grosses sociétés, mais c'est tout de même quelque chose de positif pour la crypto-monnaie, puisque c'est bien la preuve que les élus américains n'ont pas tous forcément envie de faire couler la crypto-monnaie dans le triangle des Bermudes, contrairement au président Biden. Toujours aux États-Unis d'ailleurs, la célèbre SEC, c'est-à-dire l'organisme chargé de réguler une grande partie du monde financier là-bas, a décidé le 15 février qu'elle a lancé une enquête sur la plateforme d'échange Binance US, qui est suspectée d'avoir favorisé certains des market makers opérant sur leur site. Alors pour ceux qui ne savent pas, les market makers ou teneurs de marché en français, ce sont des sociétés qui sont là pour échanger des gros volumes et fournir des liquidités afin de rendre une plateforme d'échange attractive pour les clients comme vous et moi. En principe, ces teneurs de marché sont aussi des clients comme les autres, dans le sens où ils doivent être indépendants de la plateforme d'échange et où ils peuvent réaliser des pertes si leurs stratégies sont mauvaises. Mais ce principe semble avoir été violé par Binance puisque la SEC soupçonne Changpeng Zhao, le grand patron de Binance, d'avoir en fait carrément dirigé personnellement 2 de ces entités jusqu'à la fin de l'année dernière. En termes d'indépendance, c'est sûr qu'on a vu mieux. Juridiquement, difficile de dire si la SEC est compétente pour s'exprimer sur la question, donc peut-être que ça n'aboutira à aucune sanction concrète, mais ça reste quand même une assez mauvaise pub pour Binance.
Et les mauvaises nouvelles de la semaine ne s'arrêtent pas là pour cette plateforme, puisqu'ils ont également été boutés hors d'Israël comme des sarrasins face à Godefroy de Montmirail. En effet, Binance n'avait pas effectué les procédures nécessaires pour obtenir la licence requise afin de fournir ses services dans le pays. Après avoir reçu un avertissement du régulateur israélien, la société a décidé d'arrêter d'offrir ses services là-bas, et on ne sait pas encore s'ils vont faire le nécessaire pour obtenir une licence ou si Binance disparaîtra définitivement d'Israël. Ensuite, cette semaine, pas de piratage de grande ampleur dans le sens où aucune faille d'un contrat intelligent n'a été exploitée, mais nous avons quand même eu des vols de NFT chez OpenSea. Pour y parvenir, le voleur a profité d'un mail récemment envoyé par la plateforme à ses utilisateurs pour envoyer un message quasiment identique mais qui redirigeait vers son propre site sur lequel les utilisateurs sont tombés dans le panneau et ont signé des transactions de vente de leurs NFT, bien sûr à des prix défiant toute compétition. Une fois les NFT achetés à vil prix et revendus beaucoup plus cher, le pirate a fait passer les fonds obtenus par Tornado Cash pour disparaître. Ce n'est pas vraiment de la faute d'OpenSea, mais plutôt celle des utilisateurs peu attentifs qui ont signé des transactions sans regarder le contenu et qui n'ont pas vérifié qu'ils étaient sur le bon site. Donc n'oubliez pas que les arnaques dans la crypto sont légion et qu'il vaut mieux toujours tout vérifier comme un paranoïaque plutôt que de se faire vider son portefeuille. Heureusement, cette semaine, c'était là le seul événement du genre qui a eu lieu. En parallèle, le youtubeur CoffeeZilla a exposé les méfaits d'un groupe d'arnaqueurs aux NFT avant qu'ils puissent voler 20 millions de dollars. La procédure était simple, ils lançaient un projet bidon de NFT procéduraux en montrant quelques exemples plutôt bien faits, ils investissaient beaucoup sur la publicité et les réseaux sociaux et ils finissaient par disparaître avec l'argent au moment du lancement. Cette équipe de criminels n'en était pas à son coup d'essai, mais cette fois-ci, ils ont échoué. Et revenons maintenant aux actualités politiques avec la dernière info du jour qui porte sur le Canada. Vous avez certainement déjà entendu parler du soi-disant convoi de la liberté qui vise à se battre contre les mesures prises par le gouvernement canadien pour lutter contre le Covid. Qu'on soit d'accord ou pas avec le principe, il faut quand même admettre que les méthodes du gouvernement canadien sont peut-être un petit peu exagérées, voire même autoritaristes, puisqu'ils ont carrément décidé de geler les comptes bancaires des participants et de suspendre de force l'assurance de certains véhicules, entre autres choses. Alors on était déjà dans le ridicule au moment où ils ont recours à ces méthodes, mais le Canada ne s'est pas arrêté là. La Cour supérieure de justice de l'Ontario a décidé que les 3 paumés qui savaient utiliser la crypto-monnaie au sein de ce convoi étaient un danger national et que par conséquent, il était nécessaire de faire une demande officielle aux créateurs du portefeuille Nunchuk de bloquer les bitcoins des utilisateurs et de révéler toutes les informations les concernant. Ce à quoi l'équipe Nunchuk a bien sûr répondu publiquement sur Twitter que c'était impossible et que la Cour de justice ferait mieux d'apprendre comment fonctionne la crypto avant de demander quoi que ce soit. Et c'est là malheureusement une preuve parmi tant d'autres qu'au-delà des partisans de la crypto-monnaie comme l'État de Géorgie et des anti-crypto comme le président Biden, il y a toujours une énorme quantité de politiciens et autres personnages détenant un certain pouvoir qui sont totalement ignorants et qui ne cesseront peut-être jamais de l'être. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'espérer que ces gens finissent un jour par apprendre ce qu'est vraiment la crypto et peut-être qu'ils visitent journalducoin.com pour s'éduquer. En attendant que ça arrive, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine pour l'épisode suivant du JT.